Bienvenue à ce programme de Practice Pro présenté par LawPro. J'ai une présentation aujourd'hui un peu différente qui espérément va vous donner beaucoup d'informations. Il y en a qui vont dire que je vais vous faire peur. J'espère en partie pour que vous compreniez l'importance du message qui est en place. La pratique du droit est une pratique qui est difficile et fait de plus difficile encore aujourd'hui à cause de ces éléments qu'on va parler aujourd'hui, de la fraude qui se présente, que les avocats doivent se méfier pour leur regard et puis pour leurs clients. Donc, sans plus tarder, on va en parler un peu. Si vous ne connaissez pas LawPro, premièrement, c'est votre assureur de responsabilité civile. C'est l'assurance. Le barreau va vous donner votre licence pour pratiquer le droit. Si vous pratiquez le droit au public, en donnant des avis au public, le barreau va vous obliger d'avoir une assurance. L'assurance que vous devez avoir, c'est l'assurance LawPro pour le premier million. On est une compagnie d'assurance comme toutes les autres compagnies d'assurance. On est appartenu entièrement par le barreau de l'Ontario, bien qu'on ait géré, l'opération est totalement différente. On a notre propre conseil d'administration, on a notre propre bureau de direction. On assure présentement au-delà de 28 000 praticiens en Ontario. On a 3 produits principaux, qui est l'assurance obligatoire, le premier million, l'excédent, donc on peut vous assurer pour jusqu'à 10 millions, donc un 9 millions d'extra en tranche de 1 million. Et on a aussi l'assurance titre. L'assurance le premier million est obligatoire. Vous devez, si vous pratiquez, l'avoir. L'excédent, vous pouvez le prendre avec nous ou vous pouvez aller sur le marché ouvert pour le chercher. Normalement, les petits et moyens cabinets favorisent notre assurance excédentaire et les gros cabinets vont directement à Lloyd's of London pour avoir leur assurance. L'assurance titre, donc ces deux produits-là, obligatoires et excédents, sont seulement pour les avocats en Ontario. L'assurance titre, cependant, est à travers le Canada. Donc, on est dans toutes les 10 provinces, 3 territoires qu'on produit, qu'on a cette assurance-là. Tout ça, c'est des produits d'assurance. C'est une compagnie d'assurance, puis je suis certain que la plupart des gens, quand on parle d'assurance, ne veulent pas en parler. Mais j'espère que vous allez comprendre que LawPro est beaucoup plus que votre assureur. Et j'espère que ma présentation va vous le démontrer. On veut gérer les risques. On veut vous aider à gérer vos risques. On veut vous donner des outils de pratique pour pouvoir gérer ces risques-là, éviter une réclamation. Vous voulez éviter la réclamation, premièrement, pour les ennuis que ça va vous causer, les ennuis que les clients vont avoir, et aussi pour les réclamations qui viennent à LawPro. Comment est-ce qu'on fixe la prime annuelle pour les avocats? Ça va d'après le nombre de gens, le nombre de réclamations qu'on a. On paye au-delà de 100 millions par année. Donc, on veut respecter ces chiffres-là autant qu'on peut. Commençons avec la fraude. Donc, il y a beaucoup de différents volets de la fraude. Il y a la fraude, le vol d'identité, le vol de titre dans le droit immobilier, la fraude en valeur, je vous en parlais de plus en ça. On peut faire la fraude pour le profit ou on peut le faire pour l'hébergement. Je vous en parle un peu plus de ça. Ce n'est pas seulement le vol d'identité des individus, mais aussi corporative, on en parle de ça. Et sur practicepro.ca, il y a beaucoup plus d'informations sur la fraude que vous allez pouvoir, de vous faire référence de temps à autre. Donc, comme je vous ai dit, normalement, les fraudeurs font la fraude pour le profit. Ils veulent simplement se mettre de l'argent dans les poches et c'est normalement l'objectif qu'on voit. Mais on voit aussi la fraude pour l'hébergement. Je vous en parle dans un instant. C'est une cause importante de réclamation. Vous allez dire comment souvent ça arrive. Pas nécessairement souvent, mais normalement, quand ça arrive, c'est un gros choc. Donc, on a les pourcentages de volume sont bas, mais l'impact est très haut. C'est un peu, moi, je dis, la fraude, c'est un peu comme gagner la loterie. Il y a peu de chances que vendredi soir, ce soir, je vais gagner le 60 millions qui est disponible. Si je gagne, ça va faire un gros change de ma vie. La fraude, c'est un peu la même chose. Il y a peu d'incidences, mais quand ça arrive, ça a un choc.
et on doit se méfier de toute façon de la fraude. Donc, parlons de la fraude d'hébergement. Dans la fraude d'hébergement, donc la fraude pour l'hébergement, on peut le voir où on a un acheteur de paille, un membre de la famille, un ami ou un autre qui va se poser comme l'acheteur. Il n'a pas l'intention de vivre là, mais la personne qui veut vivre là, puis qui veut acheter la maison, qui veut avoir l'hypothèque, ne peut pas se le permettre pour une raison d'une autre. Donc, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Il peut avoir des problèmes avec ça. On peut avoir des questions de financement secondaire. Quelqu'un va leur prêter l'argent, ils n'ont pas l'argent pour le dépôt, ils n'ont pas d'argent pour l'équité qu'ils ont besoin de mettre dans la propriété. Donc, quelqu'un va leur prêter, ou on veut dire un cadeau, mais ce n'est pas vraiment un cadeau, on va vouloir avoir une hypothèque. Il faut se méfier parce que la plupart des créanciers hypothécaires vont mettre une prévision dans leur hypothèque qui dit qu'ils ne peuvent pas avoir d'hypothèque subséquente sans leur permission. Donc, si ça arrive en même temps, c'est assez facile à trouver parce que si je suis demandé d'agir pour l'acheteur, d'agir pour le premier créancier et ensuite je suis demandé de mettre une deuxième hypothèque, bien, je sais que je ne peux pas faire ça. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va fermer la transaction, puis une semaine, un mois plus tard, le client va revenir, va dire « Peux-tu mettre une hypothèque pour ma famille, mes parents, mon frère qui m'a prêté l'argent? » À ce point-là, vous ne pouvez pas agir. Si vous agissez, vous devez aviser le premier créancier hypothécaire qui a une deuxième hypothèque. Donc, il faut se méfier de ça. Il y a aussi la falsification des revenus ou des dettes. On va voir que pour avoir une hypothèque, il faut avoir rencontrer certains ratios de dettes sur le revenu, etc. Si on ne peut pas le faire, donc ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est de démontrer qu'on a un plus haut salaire que vraiment on a, ou qu'on a une autre source de revenus, ou on ne déclarera pas certaines dettes ou obligations, encore pour cacher le cas. Le tout, quand on le regarde, quand on a la fraude pour le profit, on sait vraiment que c'est pas bien. La fraude pour l'hébergement, vraiment, les personnes veulent demeurer, ils ont l'intention de payer, ils veulent, et puis vraiment qu'ils vont le payer, ils ont les moyens de le payer, mais pour une raison ou d'une autre, ils ne qualifient pas. Donc, on va jouer avec le jeu un peu pour essayer de se mettre en place. Quel tort est-ce qu'il pourrait y avoir? Bien, l'avocat, s'il est conscient, l'avocate est consciente de ces scénarios-là, elle pourrait être responsable pour toutes les pertes que le créancier pourrait avoir. Ça se pourrait que l'acheteur achète, paye pour 5 ans, refinance et il n'y a jamais de problème. Mais si jamais il y a un problème, c'est dévoilé que l'avocat savait, l'avocat pourrait être responsable pour toutes les pertes. Donc, c'est quelque chose. Rappelez-vous qu'on a deux clients. On a l'acheteur qui est notre client, puis on a le créancier qui est notre client. On ne peut pas favoriser un ou l'autre et on ne peut pas cacher l'information un ou de l'autre. Donc, aussitôt qu'on a l'information, on doit le dévoiler. Autre sorte de fraude qu'on a, c'est la saisie de l'équité. On voyait ça auparavant, où on avait un couple qui se séparait. La séparation, ça n'allait pas bien, on ne pouvait pas se régler le tout, on ne peut pas diviser les actifs. La maison était assise là, il y avait beaucoup d'équité dedans, on ne peut pas rien faire avec. Et puis, dans ce temps-là, c'était surtout l'homme qui voulait sortir l'argent. Il y avait de la misère pour que sa femme signe ou qu'il vende la chose. Donc, il se présentait chez l'avocat avec sa blonde, disant qu'elle était sa femme, qui signait une deuxième hypothèque pour prendre l'équité de la maison et ensuite partait avec la blonde et l'argent et laissait la femme avec maintenant 2 hypothèques sur la maison et aucune équité ou très peu d'équité. Donc, c'était un vol, c'était une fraude qui était causée, qui arrivait, qu'on voyait assez souvent. Maintenant, aujourd'hui, ça a évolué, puis on voit même dans le domaine des affaires, 2 personnes, 2 associés en affaires, les choses ne vont pas bien, ils veulent diviser les actifs, ils veulent vendre le tout, ils ne peuvent pas, un des associés pour essayer de hypothéquer la propriété, saisir l'équité et encore laisser l'autre avec les 2 hypothèques ou la perte d'équité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Malheureusement, ce sont vos clients. Et bien qu'on aime nos clients, il faut se méfier de nos clients. Et puis, donc, c'est à savoir que c'est possible et de reconnaître ça pour qu'on puisse identifier ces situations-là, si en est le cas. On a aussi la fraude par la procuration. La procuration peut être complètement fabriquée, donc une imagination.
ou ça peut être une procuration légitime qui est usée de façon illégitime. L'enfant du parent qui a la procuration pour satisfaire les besoins de ses parents, mais va hypothéquer la propriété pour payer ses propres dettes en place. Donc, il faut se méfier de cette situation-là pour voir. Les fraudes avec l'hypothèque inversée. Si vous ne connaissez pas l'hypothèque inversée, c'est que normalement, une personne 50 ans ou plus ont beaucoup d'équité dans la maison et même peut-être pas d'hypothèque. Mais ils n'ont pas assez de revenus pour maintenir les frais d'opération de la maison. Donc, on va chercher une hypothèque et l'hypothèque, à place de nous donner une somme, va nous donner un montant mensuel. Donc, à place de nous payer l'hypothèque, c'est eux qui payent, en fait. Et puis, ils vont payer pour le restant de la vie de l'individu. Il n'y a pas d'obligation, ils ne peuvent pas vendre l'hypothèque. L'hypothèque demeure en place, il n'y a aucun paiement à faire. Et puis, la personne reçoit de l'argent chaque mois pour l'aider à rester dans sa maison. Très bonne situation. Mais ce qui pourrait arriver aussi, c'est qu'on a des fraudeurs qui vont approcher les gens, vont leur dire, écoute, si tu vas chercher une hypothèque inversée, on peut aller chercher 150 000 $. Si tu vas l'investir à la banque, tu vas avoir 2 %. Mais je peux te garantir 10 % si tu me laisses, moi, l'investir pour toi. Donc, dans ce cas-là, le fraudeur va enjôler la personne de mettre une hypothèque inversée, de prendre le 150 000 et ensuite disparaît avec le 150 000. Qu'est-ce que l'avocat a fait de mal là-dedans? Il a mis une hypothèque en place, il n'y a rien de mal avec ça. C'est seulement de se méfier si on a des paiements de cette sorte-là qui vont à des personnes qui ne sont pas la personne qui hypothèque la propriété. On pourrait être trouvé coupable de ne pas avoir identifié ce risque-là au client et il pourrait revenir pour dire « tu aurais dû savoir puis tu aurais dû me prévenir ». Donc, c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Malheureusement aussi, on a de la fraude par les avocats ou par le personnel. Donc, ça arrive de temps à autre qu'on va avoir un avocat qui va piéger des argents des clients. On va avoir des membres du personnel même qui vont créer des situations où on va avoir ces pertes-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Il faut toujours, on se fie à notre personnel, mais il faut toujours vérifier, il faut toujours confirmer, il faut toujours avoir les moyens de s'assurer que le tout demeure en place. Autre chose, donc, l'hypothèque, on pourrait avoir une situation où on va quittancer l'hypothèque. Il y a bien des gens qui vont dire que, écoute, d'abord que vous avez une hypothèque sur votre propriété, vous êtes bien, vous êtes à l'abri de la fraude. Absolument pas. Les gens vont enregistrer une quittance frauduleuse, se débarrasser de l'hypothèque et mettre une autre hypothèque en place. Et on a des situations, normalement dans ces situations-là, on voit que ça arrive 2 puis 3 fois. Ils vont quittancer l'hypothèque légitime, ils vont mettre une première hypothèque frauduleuse, ils vont la quittancer frauduleusement, ils vont mettre une deuxième hypothèque frauduleuse, et ensuite, ils vont prendre l'argent de ces 2 hypothèques-là, vont partir. Et finalement, ce qui arrive, c'est qu'un de le deuxième ou troisième créancier hypothécaire va venir cogner à la porte pour leur dire « tu n'as pas payé ton hypothèque, on vend ta maison ». La personne a toujours payé son hypothèque à elle. Donc, dans cette situation-là, on se trouve avec un problème. Donc, il faut se méfier, devoir s'assurer. Lorsqu'on vous fait la recherche de titre, on va vous dire de regarder non seulement ce qui est enregistré aujourd'hui, mais ce qui s'est arrivé dans le passé. Si vous voyez une hypothèque qui est enregistrée, une quittance, une nouvelle hypothèque, une quittance, dans courte session, à ce point-là, vous deviez vous questionner pour dire est-ce qu'il y a de la fraude ici? Normalement, on prend une hypothèque 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si vous voyez que dans une année, il y a 3 hypothèques, il faudrait questionner, voir qu'est-ce qui se passe à ce point-là. Donc, encore, c'est des indices de la fraude que vous devez méfier. La fraude en valeur, ou qu'on appelle en anglais des flips, ou des Oklahoma, c'est la situation où on va acheter une propriété pour, on va dire, 100 000 $. Je vais la vendre, après que je deviens propriétaire, je vais la vendre à mon collègue, qui est mon co-fraudeur, pour 200 000 $. Lui, il va aller à la banque, va l'hypothéquer pour 75 % de la valeur, qui est 150 000 $. On prend le 100 000, on paye l'hypothèque de la maison, le 100 000 que j'avais payé,
et on a 50 000 $ qu'on met dans notre poche et on disparaît. Donc, il faut se méfier de la situation et c'est pour ça qu'on va souvent, on va vous demander, les banques vont vous demander quel était le prix de la dernière vente pour savoir quel est l'écart. Si dans la dernière année, le prix de la maison a doublé ou a augmenté de beaucoup, il est peut-être question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Si c'est 10 ans d'écart, certainement qu'il y a moins d'importance dans ce cas-là. Il faudrait connaître son marché. Et c'est pour ça aussi, des fois, c'est important de travailler seulement dans notre région pour qu'on le connaisse. Je connais le marché à Toronto, donc je peux travailler ici. Mais je suis un client qui va acheter à Thunder Bay. Je ne connais pas le marché de Thunder Bay. Donc, une propriété de 200 000, c'est quoi? Ça vaut-tu beaucoup? C'est-tu pas assez? Elle a monté de 200 000 à 400 000. C'est-tu beaucoup? Je ne sais pas. À Toronto, je peux vous dire, mais je ne peux pas. Donc, c'est des choses qu'on doit se méfier lorsqu'on fait nos transactions. Le fameux acheteur de paille, vous en avez déjà parlé un peu, mais on le voit aussi dans la situation où on va avoir quelqu'un qui va approcher, et on a eu un exemple très triste, étudiant à l'université à Montréal qui était approché par un individu qui a dit, écoute, j'ai des problèmes présentement, je veux acheter un immeuble, je ne peux pas l'acheter à cause de mon crédit ou à cause de problèmes qu'il y avait. Je te suggère que toi, tu l'achètes, qu'on le mette à ton nom. Et puis, après, dans 3 mois, après que mon problème est réglé, je vais transférer la propriété à mon nom. Tu n'as aucune responsabilité. Puis, pour tous tes troubles, qui vont être d'aller avoir un avocat une fois, ça va être de signer, il va te donner 5 000 $. L'étudiant a dit, ben 5 000 $ pour peu d'ouvrages dans 3 mois, ça vaut la peine. Donc, il s'est embarqué. Ce que l'étudiant ne savait pas, c'est que la personne fraudeur a ensuite envoyé des lettres fausses pour le revenu de cet étudiant-là, pour les obligations, etc. Et a seulement, après que l'argent a été pris, a seulement fait 1 ou 2 paiements et ensuite a quitté avec le restant de l'argent. On est venu cogner à la porte de l'étudiant pour lui dire « Tu dois de l'argent sur l'hypothèque ». L'étudiant a dit « Ben non, c'est pas moi, c'est l'autre ». Là, ils ont confirmé que c'était une fraude. Mais à ce point-là, l'étudiant se trouvait, parce que lui n'avait pas fraudé, lui avait légitimement donné une hypothèque sur la propriété. Il n'était pas un fraudeur, donc il n'avait pas de défense. Et malheureusement, l'étudiant a dû déclarer faillite pour se défaire de cette dette-là. Donc, il faut se surveiller situation où on a des gens qui se présentent qui ne semblent pas être bien qualifiés pour être acheteurs de la propriété pour éviter ces situations-là. Encore, l'avocat peut être impliqué parce que si l'avocat aurait dû savoir, il peut être responsable et aurait dû prendre des démarches. Donc, il faut toujours être aux aguets de les différentes situations qui se présentent. Pour les indices de fraude, on a des fiches, comme vous les voyez, sont sur notre site web, practicepro.ca. Vous allez voir, il y a des fiches pour le droit immobilier, une fiche pour la cybercriminalité. Vous allez voir que c'est des fiches, il y a toutes sortes d'indices qui sont donnés dans ces fiches-là. Quelque chose comme les multiples quittances que je vous ai déjà parlé qui ont été enlevées. C'est un nouveau client. Le client est empressé. Promesse de beaucoup de dossiers si vous empressez de faire la transaction sans regarder trop les choses. La personne a peu d'intérêt dans la propriété. Il s'en fout vraiment du coût parce qu'à la fin de la journée, il va juste prendre l'argent et courir. Donc, ce n'est pas normalement la façon que quelqu'un qui achète une propriété est intéressé de savoir quels sont les coûts, qu'est-ce que sont mes obligations, etc. S'il y a une tierce personne qui reçoit les argents ou qui semble avoir le contrôle. Donc, c'est des choses qu'on dit. Puis, il y en a beaucoup d'autres indices. Je vous encourage d'aller chercher les 2 fiches qui sont là, de les voir. Et puis, certainement, dans votre cabinet, vous devrez les avoir, puis votre personnel devrait l'avoir. Souvent, ça va être les assistants, les assistantes, ceux qui font le dossier, qui vont vraiment trouver ou voir ces indices-là. Un indice ne veut rien dire, mais quand vous commencez à en avoir plus d'un, vous devez commencer à demander plus de questions. Et c'est ça votre obligation, c'est de rester ouvert aux indices et ensuite de pouvoir présenter ou demander plus de questions pour vous assurer qu'il n'y a pas de fraude
en fait. Donc, une autre façon que vous pouvez satisfaire les indices, c'est que vous allez sur Avoid a Claim. Avoidaclaim.com, c'est un site qu'on a ouvert pour exactement les fraudes. Ce que vous pouvez faire, c'est que je vais vous montrer un peu plus tard, mais vous pouvez aller faire de la recherche. Donc, si vous allez dessus, vous faites la recherche pour Raymond Leclerc, vous allez voir s'il y a des fraudes qu'on a qui sont reliées à ce nom-là. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre client, le nom de l'autre client, le nom des autres participants, et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a beaucoup d'informations là, puis vous pouvez aller voir toutes les sortes de fraudes. Je vais vous en démontrer des exemples dans quelques instants qui viennent exactement de ce site-là. Donc, passons maintenant à la cybercriminalité. Qu'est-ce que l'Internet a apporté de nouveau à notre pratique? Certainement, ça a apporté beaucoup de bénéfices. C'est beaucoup plus facile de pouvoir transiger, surtout lorsqu'on est éloigné, comme vous le faites aujourd'hui, mais ça apporte des éléments spécifiques qu'on doit se méfier. Premièrement, les cabinets d'avocats sont des cibles à cause du fait qu'on a beaucoup d'argent dans nos comptes en fiducie. Donc, ça va être une cible que les fraudeurs vont vouloir attaquer. Autre chose, c'est qu'on a de l'information qui est confidentielle. Et ils vont peut-être vouloir avoir cette information-là pour toutes les différentes raisons. S'ils ne peuvent pas avoir l'information, ils vont peut-être essayer de détruire l'information pour que personne, pas vous ou l'on, puis s'ils ne peuvent pas le détruire, ils vont essayer d'interrompre le service, donc de fermer vos services. Si vous n'avez jamais fait essayer d'acheter des billets pour un concert et le service ferme pendant que vous êtes à faire l'échange, à ce point-là, c'est parce qu'il y a eu trop de demandes au service et à ce point-là, l'ordinateur va se fermer pour sauvegarder le tout. Donc, une interruption de service, c'est exactement ça. On va bombarder l'ordinateur avec toutes sortes de demandes et votre système va tout simplement se fermer et vous devez le repartir ou recommencer pour continuer. Au début de quand on avait la cybercriminalité, c'était facile, on allait au magasin, on allait chercher un programme antivirus, on plaçait le programme sur notre ordinateur, puis on disait, bon, la responsabilité est faite. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Oui, on a besoin de ces programmes d'antivirus, on a besoin de beaucoup d'autres programmes aussi, mais c'est maintenant quelque chose qu'on ne fait pas une fois par année, c'est quelque chose qu'on doit se méfier chaque jour. On doit vérifier toutes les transactions qu'on fait, toutes les parties qu'on fait affaire avec, pour s'assurer qu'il n'y a pas de pépins, pas de problèmes, pas d'indices de fraude sur lesquels on devrait demander plus de questions. Pourquoi? Bien, certainement, si on est sur l'Internet, on a des rançons logiciels, en anglais ransomware, je vous en parle un peu plus, des banquiers troyens, donc je vous en parle dans un instant. On a des programmes qui vont s'installer, qui vont enregistrer les frappes. Et puis, en enregistrant les frappes, ils peuvent maintenant obtenir vos noms d'utilisateurs et votre mot de passe pour pouvoir accéder les comptes de banque ou les logiciels que vous avez. On a le déverrouillage de logiciels où on va se créer une porte dans votre système pour qu'on puisse utiliser votre système sans que vous le sachiez. Ou le déni de service que je vous ai déjà parlé, ou le logiciel espion où on va ouvrir votre caméra pour pouvoir surveiller ce qui se passe chez vous sans que vous le sachiez. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les bureaux d'avocats aujourd'hui qu'on veut voir, mais certainement, ça doit être plus intéressant que quand moi je pratiquais, bien que c'est une façon qu'on voit qu'il pourrait avoir des espions pour voir ce qui se passe, surtout lorsqu'on a des obligations de confidentialité. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Parce qu'on est des humains. À la fin de la journée, on a chacun de ces caractéristiques ici. On a chacun qui nous affecte de plus ou moins chacun différemment. Mais il y a maintenant toute une science, l'ingénierie sociale, qui a été développée, qui se développe pour essayer de miser sur vos faiblesses pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, il faut se méfier. J'ai donné un article en bas qui est ciblé, là, que vous pouvez aller lire si vous voulez voir un peu plus sur cette science-là et comment ça fonctionne pour le comprendre.
je vais passer à travers de chacun de ces indices-là pour vous donner un peu des façons de comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils utilisent ça contre vous ou contre le personnel de votre cabinet ou n'importe qui. Le but ici, c'est toujours d'avoir quelqu'un qui va leur donner des informations sensibles ou qui va leur donner des accès à des sites privilégiés. Donc, c'est ça, ils veulent contourner les systèmes de sécurité et dans tous les systèmes, nonobstant le montant d'argent que vous dépensez, nonobstant le montant d'effort que vous faites, le maillon le plus faible, c'est un individu. Ça peut être n'importe qui dans votre cabinet, soit vous ou un autre, qui va aller sur un site, qui va peser sur un bouton pour aller sur un lien qui n'aurait pas dû aller et peut infecter vos ordinateurs de cette façon-là. Donc, tout le monde aime l'argent. Parlons de comment est-ce que ça pourrait nous causer des ennuis. Donc, on a les chèques frauduleux. Vous allez avoir, normalement, ce qui se présente, c'est que vous allez avoir un courriel d'un nouveau client. Vous allez seulement avoir correspondance par courriel parce qu'ils vont se trouver à l'autre bout du monde. Ils vont être en Chine. Chine, c'est exactement 12 heures de différence entre nous. Donc, quand on se couche, eux se lèvent et l'inverse. Donc, c'est difficile de pouvoir communiquer par autre moyen. Donc, ils vont vous envoyer un courriel, vous allez le recevoir le matin, vous l'ouvrez, vous faites, et la correspondance se fait de cette façon-là. On va vous indiquer qu'il y a un paiement de quelque sorte qui est fait. Le paiement va vous être donné parce que vous allez recevoir un chèque. Clairement, je dis chèque frauduleux, mais quand vous recevez le chèque, vous allez voir dans un instant, vous ne saurez pas qu'il est frauduleux. Vous allez le déposer dans mon compte en fiducie. On va vous demander d'envoyer les argents et puis vous allez faire un virement. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la banque va finalement revenir pour vous dire que le chèque était frauduleux. Il enlève ces fonds-là de votre compte et maintenant votre compte fiduciaire est en déficit. Quelque chose de caution ici, c'est que si on dépose un chèque, mais on veut sortir les argents par virement, vous devrez arrêter et penser à ce que vous faites. Le chèque que vous déposez peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois avant qu'il soit confirmé s'il est bon. J'en parle un peu plus de ça dans un instant. Le virement, l'argent part immédiatement, vous ne pouvez pas le revoir et il est parti. Donc, si vous fiez sur le morceau de papier que vous appelez un chèque, certifié comme vous voulez, pas de différence, vous allez voir que vous allez être victime de fraude. On trouve ces fraudes-là, ça peut être un recouvrement de mauvaises dettes, ça peut être paiement de contravention d'une licence de quelque sorte ou d'une entente de quelque sorte. Ça peut être le recouvrement d'une pension alimentaire du conjoint. Ça peut être un prêt d'affaires. Ça peut être un prêt pour un achat d'inventaire. Vous êtes embauché pour faire l'achat d'inventaire. Ça peut être même un remboursement. J'ai un collègue qui pratique à Ottawa. Il a été approché par un client qui lui a dit: écoute, j'achète une maison, je te prends négocier, tu vas avoir l'entente demain, je t'envoie aujourd'hui 100 000 $. Mets-les dans ton compte et puis je vais te demander de faire le déboursement pour le dépôt quand on a l'entente de fait. Le lendemain, l'entente rentre, mais aussi le chèque rentre, mais le chèque est pour 200 000 $. Et puis, à ce point-là, l'individu appelle et dit: écoute, mon gérant s'est trompé, il t'a envoyé trop d'argent, peux-tu me retourner le 100 000? Entre-temps, le client, l'avocat, avait appelé l'agent d'avocat qui est nommé dans la convention d'achat-de-vente comme étant la personne qui avait aidé son nouveau client. Il a appelé pour le féliciter, mais c'est quelqu'un qui l'utilisait souvent, ils font beaucoup d'affaires ensemble. Il a appelé le client pour l'agent d'immeuble pour le remercier. Et puis, l'agent dit: mais de quoi tu parles? Mais tu viens de m'envoyer un client. Non, je ne t'ai pas envoyé de client. Mais il dit: c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai eu un appel, puis il voulait savoir quel avocat que j'utilisais dans mes transactions. Donc, le fraudeur avait appelé l'agent d'immeuble pour savoir quel avocat qui était utilisé pour créer un lien de réassurance pour l'avocat lorsqu'il reçoit la transaction, qui pense que c'est une bonne transaction. Il ne connaît pas le client, mais il connaît l'agent d'immeuble, donc ça le rassure que c'est une transaction.
S'il n'avait pas appelé, il ne saurait pas. À ce point-là, le client l'appelle et il dit, écoute, tu as 200 000, ce 100 000 de trop, peux-tu m'envoyer le 100 000? L'avocat m'a appelé, on a jasé un peu, puis j'ai dit, écoute, garde l'argent pour maintenant, attends de voir si le chèque claire. Exactement dans une semaine, le chèque a été repris par la banque. C'était une fraude qui était posée. Donc, il faut se méfier de les situations et des argents qu'on reçoit. Donc, qui pense qu'on a un bon chèque devant eux? J'ai enlevé le nom du client là, pour protéger les personnes, là, mais est-ce qu'on a un bon chèque? 972 760 $ et 50 sous. Est-ce qu'on a un bon chèque? Et puis, vous avez raison, ce n'est pas un bon chèque. C'est tout simplement, c'était une fraude. Et puis, le chèque n'était pas bon. Mais juste en regardant le chèque lui-même, on ne peut vraiment pas dire. Et puis, c'est ça qui est la situation. Donc, c'est de savoir qui va se faire tromper, qui va devenir victime d'une fraude dans cette situation. Vous allez voir qu'ils vont vous signer un mandat. Vous allez leur envoyer un mandat, puis ils vont vous le signer. Ils vont vous le retourner. Ce document ici, c'est un document légitime qu'on a sur notre site. On va vous envoyer toutes sortes d'identifications. Est-ce que c'est de la bonne identification, ceci? C'est un peu difficile ici. Il faut faire facile. On va se rendre la tâche plus facile et seulement regarder des pièces d'identification d'Ontario. On est plus à l'aise parce que plusieurs personnes ont des permis de conduire de l'Ontario. Mais comment vérifier si ces pièces d'identité sont valides? Le gouvernement offre un service en ligne gratuit pour faire la vérification. En faisant la recherche, ils vont vous identifier si le permis est valide, non valide ou introuvable, etc. Et voici un exemple de la recherche faite en ligne et des résultats que vous pouvez obtenir. On va vous remettre toutes sortes d'informations, de documents. Tous ces documents-là sont tous des fraudes. Quand vous aurez reçu une de ces choses-là, est-ce que vous auriez pu dire que c'est une fraude? Non, très difficile. Comme vous voyez ici, le même individu, différents noms, puis voir que même la fraude n'est pas tout à fait faite parce qu'ils n'ont pas fini sur le premier, ils n'ont pas mis le nom comme normalement il serait là. Mais si vous aviez reçu ce document-là, est-ce que vous auriez su qu'il est censé avoir un nom là? Nous, on le sait parce qu'on a vu les deux, donc on a pu comparer, parce qu'on a reçu deux différentes fraudes où les choses étaient. Un autre exemple, deux madames, mais le même numéro de passeport qui a été émis la même journée, mais pour différentes personnes. Donc, définitivement une fraude. Autre exemple, même personne, différents noms, mais le même numéro de passeport. Cette dame est très, très populaire dans notre système. Comme vous pouvez voir, 3 différents noms, tous le même numéro de passeport, mais comme vous pouvez voir, les noms ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on a changé le nom sur le dernier. Vous pouvez voir Beverly. En bas, c'est Beverly, mais en haut, c'est Rika. Mais on a gardé Beverly. On n'a pas fait, la fraude n'est pas parfaite dans ce cas ici. Mais est-ce que vous auriez remarqué ça? Vraiment non. Donc, c'est ça, il faut se méfier des gens. Et ce n'est pas seulement des éthiques qu'on a, on a toutes les sortes qui sont en place. Encore, ce sont des documents qui sont frauduleux. On va vous remettre toutes sortes de pièces, de documents, de toutes sortes. Inventaire, on va vous donner des listes d'inventaire. On va vous donner des factures. On va vous donner des certificats. Vous pouvez voir avec des beaux sceaux. Quand vous les regardez, vous dites, oh, c'est légitime. Et ces documents-là trompent beaucoup de gens. Donc, il faut se méfier vraiment, il faut connaître ce qu'on fait pour pouvoir identifier ces situations ici. C'est pour ça que lorsqu'on a quelque chose, on commence à questionner. Vous allez avoir des situations ici où on fait une demande pour de l'argent. On a même écrit un petit mot ici pour montrer que c'est légitime d'émettre le chèque.
Donc, c'est comme vous avez reçu ça, ça paraît que c'était personnellement autorisé. Mais encore, c'est parti d'une fraude qu'on a été avisé par le système. Les chèques. Donc, si vous regardez, on a des chèques de toutes les sortes. Ici, c'est surtout des ensembles des banques étrangères, mais pas toujours. On peut avoir toutes sortes de compagnies, on peut avoir des banques, on peut avoir des traites bancaires, on peut avoir des chèques certifiés, sont toutes des fraudes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous avez deux situations. Comme je l'ai dit, vous avez votre assurance LawPro. Prenons un exemple. Vous avez 100 $ dans votre compte en fiducie. Le client vous donne un chèque de 200 $, vous le déposez, vous avez maintenant 300 $. Vous virez 200 $ comme vous êtes mandaté parce que c'est la transaction. Vous virez les 200 $, vous êtes maintenant à 100 $ encore. La banque maintenant vous avise que le chèque de 200 $ qu'elle a déposé, ce n'est pas un bon chèque, elle retire 200 $. Vous aviez 100, donc vous perdez ce 100-là qui était à d'autres clients et vous devez maintenant à la banque, vous avez une dette de 100 $. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez LawPro, puis LawPro va vous dire, écoute, ce que vous avez, c'est que vous avez la situation, le 100 $ qui était là des autres clients, on va indiquer que vous étiez négligent dans la gérance des argents de vos autres clients et on va dédommager la perte de vos clients de 100 $. Et vous dites, oui, mais c'est correct, mais j'ai encore 100 $ là, que je dois à la banque, j'ai une dette. Votre police de LawPro couvre la négligence. Ce n'est pas de la négligence, c'est une dette contractuelle. Donc, il n'y a pas de couverture sous la police de LawPro. Donc, vous avez une perte possible. Les avocats ont dit, wow, attends une minute, là, ça c'est bien trop. Faut faire quelque chose pour nous. Donc, on a mis l'avenant numéro 7, qui est une couverture de garantie limitée au découvert des comptes en fiducie. On a mis ça en 2010. On prévoit maintenant que jusqu'à 500 000 $, vous allez avoir la couverture si c'est un chèque d'une banque canadienne, donc pas une banque américaine, pas d'une compagnie, mais d'une banque canadienne, institution financière canadienne. Si vous l'avez ou quelqu'un de votre cabinet a vérifié le document et l'a déposé eux-mêmes, dans ces circonstances-là, et si vous avez attendu 8 jours avant de traiter avec ces argents-là, ou vous avez obtenu de la formation, une confirmation documentée que les argents étaient des bons argents. Maintenant, je viens de vous dire que les banques, quand vous appelez, ils ne répondent pas ou ils ne vous diront pas l'information. Si vous le disent, ils ne vous envoieront pas une lettre. On accepte que vous envoyez une lettre ou un courriel à la banque pour leur dire « J'ai confirmé aujourd'hui avec vous que vous me dites que l'argent est de bon argent. » Mettez ça dans votre dossier, vous avez confirmation. La plupart du temps, les gens ne font pas ça. Si vous attendez 8 jours, vous êtes couvert, mais si vous n'attendez pas, vous déposez aujourd'hui puis vous faites un virement aujourd'hui, vous n'avez pas attendu 8 jours que c'est assis dans votre compte, vous n'avez pas cette couverture ici. Vous allez dire, oui, mais il y a un manque là. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas en faire plus? Pourquoi pas vous donner plus de protection? Parce que si on fait de plus, en gros, si on garantit tous les sommes que vous perdez, on vous met une grosse cible sur le dos pour tous les fraudeurs d'aller voler l'argent. Et à ce point-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? On va avoir beaucoup plus de réclamations qui veut dire que votre prime va peut-être doubler, tripler. Pas pour vous, mais pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est impossible. On doit quand même gérer le programme d'assurance d'une façon économique. Donc, c'est pour ça qu'on offre un certain travail, mais en gros, ça devient à vous. Donc, comment est-ce que je me protège? Vraiment, c'est retour à la pratique d'avant. Considérez le document que vous avez. Quel est le risque que vous avez? Si je fais une transaction avec mes parents, puis mon père me donne un chèque, je connais la situation économique de mon père, je sais s'il y a un problème ou pas de problème, peut-être un problème, ou je sais qu'il n'y a pas de problème, j'ai plus de confiance dans ce document-là, je le dépose, j'utilise l'argent immédiatement parce que j'ai confiance. Quelqu'un qui arrive de la rue, que je n'ai jamais connu avant, il me donne un morceau de papier
qui dit c'est un chèque. Quelle confiance que vous avez dans ce document-là? On a moins, je vais vous dire, vous avez moins de confiance dans ce document-là que vous avez dans celui que vous avez reçu de votre père. Donc, à ce point-là, il faudrait dire le risque est plus élevé, il faut que je me méfie et essayer de me protéger. Comment est-ce qu'on se protège? En regardant tous les indices pour voir s'il y a des problèmes, en peut-être attendant le 8 jours pour que vous allez être couvert sous la police de l'avenant, ou en allant sur avoidaclaim.com pour vérifier, voir s'il y a des indices. Vous allez parler à personnel, vous allez parler à d'autres personnes, vous allez parler à l'agent d'immeuble pour confirmer que le tout est légitime. Mais si vous voulez aller d'avant, vous prenez le risque. C'est à vous. Je peux vous dire, depuis 2010, chaque fois que je dis que la protection est là, les avocats dans l'Ontario me disent « Écoute, ça ne fait pas de bon sens, ça, Raymond. Tu ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas attendre. » Mais pourquoi tu ne peux pas attendre? Dans le temps, on faisait les transactions, le client venait la même journée, il donnait le chèque, on fermait le tout la même journée. Dans ma pratique, que je n'ai pas pratiquée, ça fait 15 ans à cause d'autres circonstances, j'avais mis en place l'obligation pour que le client vienne me voir 1 ou 2 jours avant. Il m'apporte les argents 1 ou 2 jours avant. Est-ce qu'ils ont chialé à cause du fait qu'ils perdaient 2 jours d'intérêt? Oui. Mais je leur disais, écoute, c'est le système qu'on a. Vous achetez une maison. C'est pas c'est le coût de l'achat. Donc, c'est au client de dire, écoute, c'est notre système bancaire. Il n'y a rien que je peux faire. C'est notre système bancaire. Va à ton gérant, dis à ton gérant qui m'appelle pour me confirmer les argents. Pas de problème. Remettez au client. N'acceptez pas que ça tombe sur vos épaules et que vous preniez le risque seul. Malheureusement, la plupart des avocats en Ontario ont toujours pris le risque et continuent à prendre le risque. C'est bien, pas de problème. On est là pour aider, mais on peut seulement aider jusqu'à un certain point. Donc, on vous le donne, vous l'avez en place pour suivre. Maintenant, juste un mot de caution. On utilise l'assurance titre, puis l'assurance titre, vous allez dire, mais ça va régler mon problème. Vous allez voir, on va en parler plus tard de l'assurance titre. Mais il faut se méfier avec l'assurance titre pour les hypothèques privées. Ils ont les assureurs américains, il va faire la différence, il y a 4 assureurs, vous allez comprendre, en Ontario. Titre Plus, c'est notre assurance Law Pro, mais il y a 3 autres assureurs qui sont des compagnies américaines. Ces compagnies-là ont mis une exception dans la police qui dit que c'est une hypothèque privée si c'est excède 50 000 $ et si le paiement a été fait à une personne non autorisée, on en vient dans un instant, et la réclamation est basée sur la fraude, il n'y a aucune couverture. Et c'est à l'avocat de comprendre les exceptions et de prendre les mesures nécessaires dans sa pratique. Vous allez voir l'exception, je l'ai gardé en anglais ici, mais c'est simplement dire, nonobstant qu'il y a couverture, si la compagnie peut nier la réclamation, si le paiement a été fait à une personne qui n'était pas autorisée, ils vont vous dire dans la police qui est autorisé. Normalement, c'est le propriétaire existant, le vendeur, ça va être un créancier existant, on va payer, ou autre créancier, mais la liste est très limitée. Puis avant, elle n'incluait pas l'avocat pour le vendeur, qui était la pratique des avocats, pas de faire le paiement. Comme avocat d'acheteur, je ne faisais pas le paiement au vendeur directement, je le faisais à l'avocat du vendeur. Dans la police, l'exception n'incluait pas l'avocat du vendeur. Maintenant, ça a été changé. Dernièrement, ils permettent maintenant le paiement à l'avocat du vendeur. Cependant, vous devez avoir un engagement de cet avocat-là qui ne paierait pas des gens qui ne sont pas autorisés. Et on a eu des réclamations récemment pour des avocats qui ont fait le paiement à l'avocat du vendeur et on dit, écoute, c'est permis. Oui, mais c'est permis avec un engagement. Ils n'ont pas obtenu l'engagement. Les paiements étaient faits à 6 personnes. Il y a eu une fraude. La compagnie a nié et dans ses droits de nier. Et maintenant, ça tombe sur votre assurance Law Pro. Donc, il faut se méfier dans les circonstances de qu'est-ce qu'on a. Donc, il faut se méfier. Ça devient très sophistiqué. Il y a des signaux d'alarme. Il faut rester aux aguets de ça. Si on soupçonne, il faut demander des questions. C'est extraordinaire de voir que les gens vont nous dire « J'ai commencé à questionner le client et le client est disparu ». Ils ont un certain nombre de questions qui sont prêts à répondre,
après ça, vous êtes trop de travail ou vous êtes trop savant ou trop aux aguets, ils savent qu'ils ne pourront pas vous utiliser comme étant la cible, donc ils vont partir, ils vont aller voir un autre avocat. Donc, la question, c'est la façon, c'est de demander des questions. Vérifier les frais, les faits, pas seulement par votre client, mais par d'autres parties. Ne déboursez jamais les argents sans savoir qui va les recevoir et, si vous avez besoin, terminer le mandat. Si vous avez besoin, vous pouvez appeler LawPro et on peut vous aider. Je vous en parle un peu dans un instant. Tournons à la confiance. Donc, on a normalement confiance dans les systèmes et quand on a confiance, on laisse des choses passer. Donc, dans cette situation-ci, vous recevez un message, ça vient d'une adresse que vous avez dans votre carnet d'adresses. Donc, vous dites, c'est légitime? Oui? Ben, peut-être pas. Le hameçonnage ou le harpounage, hameçonnage, généralement, c'est grande base, c'est plus un grand éventail, beaucoup de nombres qu'on va essayer de toucher, tandis qu'avec le harpounage, on va fixer une cible qui est plus spécifique. On appelle ça en anglais le phishing ou spear phishing. Maintenant, ça a été développé aussi qu'on a pas seulement des courriels, mais on a des textos. Les textos, on appelle ça le phishing, on appelle le smishing. Et on a maintenant des appels. Le texto, c'est normalement pour les plus jeunes, parce qu'ils sont sur les textes, ils ne font pas d'email, ils ne font pas d'appels. Et on a des fraudes qui se font par des appels pour les plus vieux, parce qu'eux ne textent pas ou ne font pas du courriel. Et on appelle ça du phishing. C'est toute la même chose. Phishing, smishing, phishing, c'est tout le harpounage, le harcèlement, c'est toute la même chose. Comment est-ce qu'on va obtenir l'information de la personne? Et on va essayer d'obtenir l'information pour qu'on peut avoir accès au programme ou qu'on peut transférer. Donc, on veut obtenir des comptes de banque, des mots de passe. Et comment est-ce qu'on peut spécifier la chose ou le rendre plus crédible? On va utiliser l'Internet contre vous. On va aller voir ce que vous avez sur Facebook. On va aller voir ce que vous avez sur Twitter. On va voir votre compte d'Amazon. On va voir votre compte de LinkedIn. Prendre ces informations-là, on va les mettre dans le message. Quand vous le recevez, vous dites « Oh, la personne me connaît assez ça de moi. » Vous ne vous souvenez peut-être pas que cette information-là est sur l'Internet déjà. Donc, il faut se méfier des messages qu'on reçoit pour éviter qu'on soit dans la situation où on donne malheureusement de l'information. Vous allez recevoir un message comme si de la Banque Montréal, vous dites « Oh, ma banque a un problème », et vous dites d'aller cliquer ici. Je veux que vous arrêtez. Quelque chose de nouveau que je vous apprends. Arrêtez d'aller cliquer. Tout le monde est empressé, tout le monde veut faire les choses, on veut aller au plus vite, on veut se rendre là, c'est facile, ils vous ont donné un lien. Arrêtez ça. Je veux à la place que vous preniez votre souris, allez planer par-dessus la place, mais cliquez pas. Regardez où il vous envoie. Et regardez ça pour dire, est-ce qu'il m'envoie à la bonne place? Si vous regardez le message ici, où il vous envoie, vous dites, ben, ça dit BMO, le message vient de la Banque de Montréal. Donc, c'est correct. Il faut connaître comment lire ces messages-ci. Si vous regardez ceci, vous allez voir que ça commence avec onb.it. Pensez à une librairie. ont.i, c'est le livre dans la librairie. WP admin, c'est le chapitre. Puis le CSON-BMO, c'est la page sur laquelle vous allez tomber. Quand vous cliquez sur ce lien-là, vous allez voir tomber sur cette page-là qui va regarder exactement comme votre site que vous pensez que vous allez atteindre. Que ce soit une banque ou autre, vous allez avoir de l'air exactement la même chose. Quand vous allez mettre votre information, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, vous allez mettre votre mot de passe et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir un message « Oh, notre système est temporairement hors service. Si vous voulez revenir dans 5 minutes. » Pensez « Oh, c'est normal, OK, je ferme, je reviens dans 5 minutes. » Entre-temps, le fraudeur a pris votre nom d'utilisateur, a pris votre nom, votre mot de passe et maintenant, à la Banque de Montréal, votre légitime, rentre votre nom d'utilisateur, rentre votre mot de passe et sort les argents. Donc, il faut se méfier de où qu'on va envoyer, il faut essayer de vérifier.
Ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas si on le fait sur le téléphone. On ne peut pas le voir, mais si vous êtes sur un ordinateur, vous êtes capable de faire ça. On travaille maintenant, présentement, à pouvoir trouver un système qui va permettre ça sur les mobiles. Vous avez aussi reçu de recevoir peut-être des courriels de personnes en autorité. Ici, on a un courriel qui était dans le temps notre présidente, qui était dans le temps envoyé dans notre temps notre contrôleur, lui demandant de lui aider. Certainement, vous avez le président de la compagnie qui vous demande de l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Absolument. Il y avait un dossier ici que vous cliquez dessus. En cliquant, il y aurait un virus qui serait mis sur l'ordinateur. Ou on va demander, on a eu le même exemple, un jeune avocat m'a appelé, pratiquait à Toronto, il y avait des cabinets dans d'autres villes aussi, il reçoit un courriel d'un associé qui était dans l'autre ville, demandant à cet étudiant-là d'aller au magasin le plus près, aller chercher 10 cartes de 100 $, des cartes crédit de 100 $ chaque, et de lui envoyer les numéros pour un montant de 1000 $ parce que lui, l'associé, voulait remettre ça à ses clients préférés. Le jeune avocat, étudiant dans le temps, dit, écoute, un associé me demande de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu vas le faire. Un petit problème avec le scénario. Le jeune avocat n'a pas 1000 $ pour dépenser. Donc, comment est-ce qu'il va faire ça? Il va voir un associé qui est dans le bureau à Toronto où lui travaillait, lui compte l'histoire, et puis l'associé dit, bien, pas de problème, on va t'écrire un chèque du bureau pour 1000 $, tu pourras aller faire ce qui t'est demandé. Mais avant de faire ça, appelons l'associé pour voir. Ils ont appelé l'associé dans l'autre bureau pour lui demander, confirmer le tout, et l'associé a dit, de quoi tu parles? Je n'ai pas envoyé de courriel. Donc, c'est un fraudeur qui est rentré dans le système, qui a envoyé un courriel qui paraissait comme étant d'un associé. Et lorsque tu aurais répondu à cet individu-là avec l'information, il aurait volé 1000 $ dans ce cas-là. Donc, c'est des courriels qu'on voit assez régulièrement. De toute façon, ça vient d'une personne d'autorité. C'est toujours bon de vérifier de façon autonome, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Répondez pas au courriel pour dire « Est-ce que je confirme? » Parce que c'est le fraudeur qui reçoit le courriel, pas la personne légitime. Donc, méfiez-vous de cette situation-là. On a celle-ci aussi, cette fraude ici. C'est un ami que vous connaissez, il est en vacances, il a eu des problèmes, il n'a plus d'argent, il a besoin d'argent pour revenir à la maison. Est-ce que vous pouvez donner 200 $? Normalement, c'est un montant qui est assez peu élevé. Vous allez dire, bien, c'est mon ami, certainement, je vais lui envoyer de l'argent. Normalement, lorsque vous recevez ça, vous appelez la personne est assise à son bureau de travail. Elle n'est pas dans un pays étranger, il n'y a rien qui est arrivé, elle ne vous a pas demandé pour de l'argent, mais encore, c'est quelqu'un qui utilise son courriel pour paraître comme si la personne, ça fonctionne encore aujourd'hui. Et c'est incroyable de voir le nombre de fois qu'on voit ce courriel-ci arriver pour des personnes qu'on pense, qu'on connaît. Ma règle est très simple dans ce cas ici. Si mon ami ne m'a pas dit qu'il allait en vacances, il n'y aura pas 200 $ de moi. Pas assez bon ami pour savoir qu'il partait. Donc, c'est facile de pouvoir juger ces courriels-là, parce que s'ils ne m'ont pas dit qu'il allait en vacances, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je m'en débarrasse du courriel, puis ça finit. Si vous voulez, vous pouvez appeler l'ami, confirmer avec. Peut-être c'est une bonne chose de les appeler pour leur dire que leur système était compromis, pour leur dire que le message, il se passe aujourd'hui. J'ai parlé des virus, des banquiers troyens. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on va cacher un virus dans un programme légitime. Vous allez acheter un programme que vous avez besoin, vous l'achetez, vous l'installez, il fonctionne, tout va bien. Ce que vous ne savez pas, c'est dans l'arrière-plan, il y a un virus qui est venu avec, qui l'ont embarqué. Pas seulement des programmes, ça peut être vous acheter une chanson, vous achetez une vue, n'importe quoi, vous allez même cliquer sur un lien et ça peut causer qu'un virus s'installe. Donc, c'est pour ça qu'on devrait tout simplement aller à des sites qu'on a confiance dedans. On va au site Apple, on ne va pas au site du marché noir.
Parce que dans le site du marché noir, il prend des problèmes. Apple prend des mesures pour essayer d'éviter que ça se soit en place. Donc, il faut essayer de surveiller ces situations-là. Courriel piraté. Donc, on a des situations, puis ça arrive de plus en plus à travers le monde. On va pirater, rentrer dans le système courriel et on va surveiller pour voir quand ce qui parle de paiement. Il y a une fermeture résidentielle immobilier, il peut y avoir un règlement d'une cause dans un litige, il peut y avoir un règlement dans le divorce, on va faire un paiement. Et lorsqu'ils entendent qu'ils ont un paiement, ils vont envoyer un courriel comme ça venait du client pour dire à l'avocat, « Ah, fais le paiement maintenant à cette banque ici, c'est différents comptes ici. » L'avocat le regarde et il dit, « Bien, j'ai des instructions du client, j'imprime le courriel, je mets ça dans mon dossier puis j'envoie les argents. » Le client appelle et dit, « Mais quand je vais recevoir mes argents? » Il dit, « Bien, je te les ai envoyés. » Non, parce que vous envoyez un fraudeur qui est rentré dans le système. Donc, il faut se méfier lorsqu'on reçoit des instructions par courriel qui changent les instructions de banque ou même qui vous donnent des instructions. Pas seulement ça, maintenant, vous avez l'obligation de méfier vos clients de ça parce qu'il pourrait que le client reçoive les argents, reçoit le courriel pour envoyer les argents. Parce qu'aujourd'hui, les avocats commencent à demander avoir l'argent par virement. Donc, on va envoyer ces instructions-là. Donc, il faut se méfier. Le courriel qui est piraté, ça peut être le courriel de l'avocat, ça peut être le courriel du client, ça peut être celui d'un agent d'immeuble, ça peut être celui du banquier, ça peut être une personne qui est dans la transaction. Et ils vont surveiller, puis quand ils entendent ça, ils envoient l'information. Ça arrive, il y a des gens qui perdent des 100 000 de dollars à la fois à cause qu'ils ont suivi un courriel qui n'aurait pas dû. Donc, méfiez-vous, avisez, vérifiez avec le client et avisez vos clients de vérifier pour pas eux que se fassent prendre aussi. Une nouveauté qu'on a, c'est pas seulement la perte d'identité des clients, des individus, mais c'est la perte d'identité des corporations, des sociétés, et ça même avec l'assistance du gouvernement. Vous allez dire, mais comment est-ce que le gouvernement peut participer dedans? On a aujourd'hui, la seule façon qu'on a, on enregistre la société avec le gouvernement et on enregistre pas les actionnaires, personne ne connaît les actionnaire, mais on enregistre les dirigeants et les officiers. Eux sont enregistrés. N'importe qui peut changer n'importe quel dirigeant, n'importe quel officier, n'importe quel temps. Donc, moi, je peux aller demain changer tous les dirigeants de LawPro. Je vais prendre un autre. Je vais prendre Rogers Communication. Je n'ai rien à faire avec Rogers. Mais demain matin, je vais changer qui sont les dirigeants. Et ensuite, je vais me présenter à la banque pour dire j'ai l'autorité de Rogers pour pouvoir faire un prêt. Et c'est exactement ce qui arrive. Maintenant, on a souligné ce problème ici au gouvernement. Le gouvernement a indiqué qu'ils sont connaissants du problème et travaillent. On attend au mois de cet automne ici qu'ils vont changer le système pour essayer de méfier de ce problème ici. Mais entre-temps, on a un problème. Vous allez avoir un client qui va vous arriver, il va vous dire qu'ils sont propriétaires de la compagnie, ils vont vous remettre un livre de corporatif, vous allez regarder le livre est en ordre, tout est bien, mais c'est un livre complètement inventé. Complète fraude. Et à ce point-là, ils vont vous demander d'hypothéquer une propriété, de vendre une propriété ou de faire quelque chose. Et c'est une fraude. Mais vous n'avez pas de façon de pouvoir le déterminer. La façon de le déterminer, c'est regarder le profil de l'entreprise. Quand est-ce que les changements ont été faits? S'il y a un changement de dirigeant et d'officier qui est dernièrement, on devrait vérifier, confirmer quelle est la situation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut méfier. Encore, je vous ai mis un article là, sur voidaclaim.com. On a un article pour exactement cette situation-là. Maintenant, j'ai parlé de logiciel. La situation de ransomware, c'est lorsqu'on le virus est implanté, on gèle votre ordinateur. Vous n'avez plus accès à aucune donnée.
Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez payer la rançon qu'ils vous demandent pour qu'ils vous donnent la clé pour dérouiller le virus qu'ils ont mis en place. Ça a commencé originalement que c'était des petites sommes. Maintenant, ils ont découvert, je pense qu'ils ont pris Uber. Si vous avez déjà pris Uber, vous prenez en temps régulier, c'est X montant de dollars, mais si vous en prenez en temps de haute demande, le prix augmente. Ils font la même chose ici. Ils vont aller sur votre site web, ils vont regarder et vont dire, oh, ils ont de l'air à faire bien de l'argent, eux autres. On ne leur demandera pas 200 dollars, on va leur demander 5 000, 10 000, 50 000 dollars. Donc, c'est des sommes qui peuvent être très importantes. Maintenant, pour les gens qui se disent, j'ai un ordinateur Mac, donc ça ne m'inquiète pas. En 2016, ils ont développé maintenant des virus pour le Mac. L'hôpital d'Ottawa a été compromis 4 de ses ordinateurs. L'Université de Calgary a payé une rançon de 20 000 $ pour avoir ces informations. La plupart du temps, les gens nous disent que lorsqu'ils reçoivent l'information, lorsqu'ils reçoivent la demande, lorsqu'ils payent le montant, l'hôpital d'Ottawa a été compromis 4 de ses ordinateurs. L'Université de Calgary a payé une rançon de 20 000 $ pour avoir ces informations. La plupart du temps, les gens nous disent qu'ils reçoivent la clé et la clé ouvre le tout, mais ce n'est pas toujours le cas. La seule solution, autre solution que de payer, c'est d'effacer son ordinateur en entier, aller chercher notre backup, qu'espérément on a fait, qu'espérément qui est en bon ordre, et de remettre et de recommencer. Donc, situation très compromettante, très difficile à surveiller. Autre chose qu'on a maintenant qui est de nouveau, c'est le vol des sites web. On a maintenant des gens qui vont aller prendre le site web complet d'une compagnie. J'ai parlé à un avocat à Toronto ici, ils ont pris son site web, avec tout, il y était une quinzaine d'avocats, en entier. Ils ont changé le nom du cabinet. Ils ont mis le nom d'un cabinet légitime de la Californie. Ils ont mis les numéros de contact, non pour le cabinet à Toronto, mais un numéro à Edmonton. Ensuite, ils ont envoyé des lettres ou des messages à des clients pour leur dire, écoute, on peut vous aider, on a une somme d'argent qui s'est due, on peut vous aider, allez vérifier notre site web si vous voulez. Et ils allaient voir le site web, puis ils disent, oh, c'est un beau site, ça a l'air d'être légitime. Vraiment, ça ne l'était pas. Comment est-ce que en bas, je vous donne un article encore qu'on a exactement sur la situation. Comment est-ce que ça vous donne des instructions de comment on traite la situation? Si vous voyez à côté, j'ai un lien là, Who's It. Vous allez là, ça va vous dire qui a enregistré le site web et vous voulez leur aviser que c'est une fraude et leur demander qu'ils enlèvent le site frauduleux. Mais c'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire. Et puis voir. Mais allez voir l'article pour plus d'informations. L'ignorance, comment ça s'applique? Encore, c'est la même chose. On vous envoie un courriel, on vous demande d'aller cliquer. Encore, vous ne faites plus ça. Vous avez maintenant appris, vous planez. On regarde où on s'en va. Ça veut dire que je m'en vais à JDocs. JDocs, c'est des documents de Google Docs. Vous dites à la bonne place, non, parce que c'est la page. Vous voulez être dans le livre. Ici, vous êtes dans le livre de China Lurchill, pas dans le livre Google Docs. Donc, vous savez à ce point-ci que c'est une fraude, il y a un problème. Donc, vous ne cliquez plus, vous allez vérifier où, avant de cliquer, vous allez vérifier où on vous envoie, faire certain que vous êtes dans le bon livre et non tout simplement sur une page dans le mauvais livre. Situation ici, un autre courriel, Dan est notre président maintenant, il voyage beaucoup. Il y a eu ce message ici avec, si tu confirmes que ton billet, clique ici, ou si tu veux avoir un remboursement parce que tu n'as pas acheté le billet, clique ici. Dans les deux instances, ça y apportait un site qui n'était pas légitime encore pour obtenir l'information pour qu'ils peuvent aller faire des mesures. Maintenant, regardez, j'ai mis en évidence ici qu'on a mal appelé le mot receipt. Il y a bien des gens qui disent, écoute, regardez pour le fait,
façon facile de pouvoir déterminer si c'est une fraude, regardez parce qu'il y a des fautes d'orthographe. Oui, il y en a ici. Peut-être vous allez le voir, peut-être vous n'allez pas le voir, mais je peux vous dire que ce n'est plus la façon vraiment de le déterminer parce qu'ils ont trouvé spell check. Donc, ils n'ont pas de fait d'erreur. Ce qu'ils ont cependant, c'est que ces messages-ci, normalement, ont été créés dans une autre langue, en Russie, en Chine, dans d'autres, une langue étrangère. Ils ne parlent pas nécessairement l'anglais. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé Google Translate pour le traduire. Google Translate est assez bon, mais ce n'est pas exactement parfait. Vous allez voir qu'il y a des phrases qui ne font pas de sens. C'est un peu ça maintenant qui est plus évident dans le cas, c'est qu'on a des situations, on a des phrases qui, on comprend que c'est, mais ce n'est pas de bon français ou de bon anglais. Et puis c'est ça qui va nous déterminer si on a un problème ou non. La peur. Comment est-ce qu'on utilise la peur pour pouvoir? Bien, encore, on vous envoie ici, dans ce cas ici, un problème avec la Banque de Montréal. Il faut vous régler. Vous savez, vous ne pouvez pas faire affaire sans votre banque. Encore, vous ne voulez pas cliquer, vous allez planer. Vous allez voir encore que ce n'est pas à la bonne place. Compte iTunes. Il y a un problème avec le compte iTunes. Je sais qu'il n'y a personne qui peut vivre aujourd'hui sans son compte iTunes. Donc, il y a vraiment une pression ici pour aller s'assurer que le compte iTunes reste en place. On va le cliquer. Encore, on ne clique pas. On veut regarder. Si vous regardez, on vous envoie nulle part ici. Ça dit iTunes ou Apple. Donc, vous pouvez voir que, encore, c'est une fraude, qu'il y a un attentat de fraude. La curiosité. La curiosité va nous apporter à la même place. Votre collègue va vous envoyer un courriel, dire va vérifier le vidéo. Dans ce cas ici, le truc que je viens de vous expliquer, vous allez planer, vous regardez, il n'y a rien qui vous indique où ça devrait être. Je ne sais pas pourquoi que Housing Partner de la Grande-Bretagne aurait un vidéo qui est drôle. Je ne connais pas, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas une grande indication. Un peu, je regarde ici et je me dis, écoute, de qui vient le courriel? Ça vient de Ian. Ian était un collègue de travail, donc je me dis, je suis un peu rassuré, c'est quelqu'un que je connais. Mais encore, c'est quelqu'un que je connais, mais Ian, normalement, ne m'envoie pas de ces types de courriels ici. Il ne m'envoie pas des blagues. Premièrement, il pense qu'il est drôle, mais il ne l'est pas. Donc ça, c'est un autre indice pour moi. Mais ce n'est pas normal. Donc, dans ce cas ici, je vérifie avec Ian premièrement avant de cliquer, parce que ça pourrait être une situation où le virus va s'embarquer sur mon ordinateur. Donc, vérifiez qu'est-ce qu'il y en est. Donc, des faux pas de navigation. Assurez-vous que vous êtes sur le bon site. Si vous avez sur un site légitime où vous avez des informations qui sont sensibles, comme la banque, normalement, vous allez voir que c'est HTTPS. Le S indique que c'est sécuritaire. C'est pas ça ne veut pas dire absolument que c'est confortable, mais ça vous donne. Si vous êtes sur le site de banque et il n'y a pas un S, sûrement vous n'êtes pas sur le site légitime de la banque. Donc, c'est une façon de regarder les choses. Faites attention les sites que vous allez dessus. Faites certain que vous allez écouter de la musique, voir une vidéo. Assurez-vous que c'est des sites légitimes qui vont protéger contre ces choses-là. Attention avec les échanges d'informations. Attention à ce qu'on clique dessus allant de l'avant. La paresse. Comment est-ce que la paresse peut nous affecter? Bien, je ne vous demanderai pas de me confirmer, mais est-ce que vous voyez votre mot de passe ici? Ces mots de passe-ci, c'est les 25 plus populaires mots de passe qui ont été comprimés, qui sont disponibles sur le web noir. Donc, vous pouvez voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un mot de passe qui est utilisé fréquemment. Vous pouvez voir que le montant de sécurité a augmenté parce qu'il y a pas trop longtemps, numéro 7, 1, 2, 3, 4, 5. On a augmenté la puissance parce que maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un peu ça. Méfiez-vous de ce que vous utilisez comme votre mot de passe. Vous ne devrez jamais utiliser le même mot de passe pour différentes choses, parce qu'aussitôt que votre mot de passe est compromis, ils peuvent avoir accès à tous vos logiciels, tous vos systèmes. Où on garde nos mots de passe? Il y en a, quand je parle aux gens d'informatique,
ils vont me dire chaque fois qu'ils vont dans un cabinet ou dans un bureau, puis vérifient, il y a toujours au moins une personne qui a son mot de passe sur un petit sticky qui est sur leur écran pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Ce n'est pas la façon de garder le mot de passe confidentiel. Maintenant, ils me disent que la sécurité est beaucoup plus élevée maintenant parce qu'à place de mettre le collant sur l'écran, ils vont le mettre sous le clavier. Un petit peu mieux, pas grand-chose. Comment est-ce que je peux faire de mieux? Mais j'utilise un logiciel gérant des mots de passe. Chaque téléphone vous pouvez l'avoir gratuitement. J'en ai un, moi. C'est celui que j'utilise. Ça fait des années que je l'utilise. Au dernier compte, j'avais à peu près 200 sites ou logiciels ou instances où j'avais un nom d'utilisateur puis un mot de passe. Le nom d'utilisateur peut souvent être le même, mais le mot de passe est toujours différent. Comment je me rappelle de tous ces sites-là? Absolument pas. Je n'essaie même pas. Je l'inscris dans mon gérant. J'ouvre mon gérant qui est protégé. Premièrement, mon téléphone est protégé. Personne ne peut l'ouvrir sans mon mot de passe ou mon doigt. Dans mon cas, il y en a des fois, c'est le visage qui l'ouvre. Donc, la première sécurité, c'est que le téléphone est fermé. Et deuxièmement, le logiciel lui-même est sous un mot de passe. Donc, à ce point-là, j'ai le mot de passe pour le logiciel où je vais aller. Les logiciels, même aujourd'hui, vont vous permettre d'ouvrir, de juste peser un bouton, puis eux-mêmes vont vous connecter à votre site que vous voulez aller, puis même peuvent créer des mots de passe avec plus grande sécurité sans que vous n'avez jamais besoin de créer un mot de passe. Donc, la sécurité est là. Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de sécurité. Donc, dans ce cas ici, si vous voulez vérifier la sécurité de votre mot de passe, vous pouvez aller voir ce site-ci. J'ai fait un essai avec un mot de passe que j'utilise, il y a 9 lettres. Je pensais 9 lettres, ça doit être assez sécuritaire. Le système me dit qu'ils peuvent briser ça dans 2 minutes. C'est OK, je vais ajouter 2 chiffres. Ça va prendre un mois. Il y a 9 lettres, 2 chiffres. Encore, dans un mois de temps, ils peuvent le briser. J'ai ajouté un caractère. Vous voyez maintenant, je pense que je suis assez sécuritaire. Donc, vous pouvez voir que c'est très facile de rendre des mots de passe plus sécuritaires pour le vérifier. Si vous voulez vérifier, voir si vos mots de passe sont sur l'Internet dans le web noir, si vous allez à ce site haveibeenpwned.com, vous pouvez voir Ian avait été, pas de problème, il n'avait jamais été. Moi, j'ai fait de la vérification. Oups, il y avait un bris avec LinkedIn. Je ne sais pas s'ils ont eu mon information, mais il y a possibilité qu'il y avait mon mot de passe pour LinkedIn. Maintenant, ce mot de passe-là est sur l'Internet et n'importe qui peut l'utiliser. La façon de se protéger, c'est d'aller dans LinkedIn, changer mon mot de passe et maintenant, j'ai sécurisé mon système et de faire certain que je n'utilise pas ce mot de passe-là nulle part d'autre. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se méfier en l'avant. Donc, les pratiques, il faut changer le mot de passe régulièrement, changer s'il est compromis, utiliser différents mots de passe, comme je vous ai dit, biométrique fonctionne bien, et utiliser les comptes de gérants, les logiciels de gérants de mots de passe. On n'a pas eu de problème jusqu'à date avec les logiciels. Et utiliser 2 facteurs d'authentification. Vous allez avoir des systèmes, les banques surtout, qui vont mettre ces programmes-là en place. Aux États-Unis, il y a une banque qui a mis le programme en place. Le cabinet n'a pas accepté de mettre les 2. Il y avait seulement un mot de passe. Et quand la personne a été, ils ont dit qu'ils pouvaient, ils ont dit à la cour, écoute, la banque est responsable de notre perte parce que notre argent était dans leur banque et elle a disparu. La défense de la banque, c'est de dire, écoute, on a mis des systèmes de sécurité plus élevés, plus avancés, c'est d'avoir 2 mots de passe, 2 différentes étapes, et ils n'ont pas choisi de prendre cette sécurité-là. De cette façon-là, c'est leur problème que leur compte était compromis. Et la Cour a accepté l'argument de la banque. Donc, si jamais vous êtes donné l'opportunité par quelqu'un d'avoir un système qui est plus avancé pour sécurité,
et que vous ne saisiez pas de l'opportunité, vous portez le risque à ce point-là de poursuivre la situation. Ensuite, on parle, bon, le beau Wi-Fi. Tout le monde aime le Wi-Fi, c'est facile, c'est simple. Vous allez chercher du café, Starbucks ont un système. Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre les deux systèmes, Starbucks One et Starbucks 2? Vraiment, vous ne pouvez pas dire la différence. C'est deux réseaux qui sont disponibles. La dernière fois que vous avez été à Starbucks, il y avait seulement un qui était vraiment lent. Donc, cette fois-ci, vous allez aller sur Starbucks 2 pour voir, peut-être c'est plus facile, c'est plus vite. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je suis assis au Starbucks avec la petite boîte que vous voyez en bas. La petite boîte que vous voyez en bas, on appelle ça un pineapple, un ananas. La petite boîte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un réseau. Crée un réseau Wi-Fi. Mon réseau. Mais je l'appelle Starbucks 2. Donc, vous pensez que vous êtes sur le réseau de Starbucks, vous êtes sur mon réseau. Maintenant que vous êtes sur mon réseau, je peux voir votre téléphone ou votre mobile ou votre ordinateur et je peux maintenant infiltrer cet instrument-là. Je peux aller chercher l'information, je peux rentrer, puis si vous l'utilisez, je peux surveiller ce que vous faites. Puis si vous, pendant que vous êtes sur le Starbucks 2, vous allez à votre banque, vous rentrez votre mot d'utilisateur et votre mot de passe, je peux prendre cette information-là si je sais que c'est que je fais. Donc, méfiez-vous quand il y a des Wi-Fi qui ne sont pas sécurisés, ils sont tout partout. Vous savez qu'ils sont disponibles, c'est très convenient. Si vous voulez vérifier les résultats de la joute d'hier, oui, OK, ça c'est correct, mais c'est peut-être pas une bonne idée de faire vos services bancaires sur un système de Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose à se méfier quand on va de l'avant. Donc, la colère, ça devient quelque chose qu'on utilise aussi. Les gens vont vouloir se reprendre compte, on va congédier quelqu'un, mettre à la porte, on prend la clé pour la porte en avant, mais on oublie de changer, de bloquer leur accès au logiciel. Ils s'en vont à la maison le soir et puis ils rentrent. Donc, 43 ça a été donné. Des problèmes sont attribués à des personnes à l'interne. Donc, il faut se méfier de cette situation-là. C'est pour ça que Practice Pro, on a une liste pour quand quelqu'un quitte, de s'assurer que toutes les démarches sont en place. Puis une de ça, c'est de vérifier qu'on bloque l'accès à nos systèmes logiciels. Les banques, pour vous dire, vous allez faire affaire avec des banques, vous avez un compte de banque, je peux vous garantir maintenant que s'il y a un problème, la première réponse que la banque va vous dire, c'est votre problème, pas leur. Et puis, donc, méfiez-vous de la situation. Assurez-vous que vous avez une vérification en place. C'est facile. Aujourd'hui, j'ai, sur mon propre compte de banque, j'ai un système d'alerte. Si j'ai une somme de plus de X de dollars qui sort, je reçois un texte ou un courriel. Et puis, je peux vérifier, ah oui, ça, c'est un paiement que j'ai fait, c'est bien, ou c'est quelque chose qui n'est pas de l'affaire, je peux aller immédiatement le voir et puis traiter avec l'affaire. Je peux vous dire, dernièrement, j'ai été victime de fraude. Je suis présentement, il y a 2 fraudes contre moi, une personne qui a appliqué pour le CERB en mon nom et ils ont obtenu un compte de banque en mon nom, etc. Donc, c'est facile, ça arrive à tout le monde. Il faut se méfier de voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais normalement, les banques remettent la responsabilité à vous. En conclusion, les dangers sont réels. Il faut apprendre à les comprendre. Le fait que vous avez passé du temps, ça va vous aider à comprendre. Les mesures sont là. Éduquez votre personnel aussi, pas juste ça. Je vous montre le magazine de 2013. Ce magazine-là a été dédié à exactement ces problèmes-là. Il y a beaucoup d'avocats qui vont aller chercher le magazine sur notre site, vont en faire une copie, le remettre aux individus, et puis tout le monde le lise, puis voir les problèmes et des façons de pouvoir se protéger dedans. Juste avant de finir, je vais passer à travers une couple de ressources. Je vous ai dit qu'on avait des ressources, donc Avoid a Claim, je vous en parle dans un instant. Les ressources qu'on a, practicepro.ca, toutes sortes d'informations, des magazines, des blogs, des listes de gestion, etc., des guides sont tous en place. Titre Plus a beaucoup d'informations pour le droit immobilier. Allez sur le site
titleplus.ca pour le système Ontario. Si vous allez sur titleplus.ca, vous allez avoir le Québec. Donc, méfiez-vous de ce problème-là. On a des fiches de réclamation. Vous avez un domaine, vous voulez faire du droit de famille. Vous voulez savoir quels sont les problèmes que les avocats ont en droit de famille. Vous allez voir la fiche et on va vous expliquer les sortes de problèmes que les avocats ont en droit de famille. Et on a 10 domaines qui sont déjà identifiés. Avoid a claim. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Comme vous allez voir, vous allez vérifier. Mettez le nom Raymond Leclerc. Vous allez voir s'il y a une fraude qu'on a notée, nous, dans ce nom-là. Vous mettez le nom de votre client, mettez le nom de l'autre client. Plus facile que ça, même, vous pouvez souscrire. Vous allez mettre votre nom. Quand on ajoute quelque chose, on va soit ajouter une nouvelle fraude ou on va ajouter un risque à surveiller. Et puis, quand vous allez l'avoir, quand on va l'ajouter, vous allez recevoir un courriel. Je reçois le courriel le matin, je regarde 2 minutes. Oh, je sais déjà pour cette fraude-là, je n'ai pas besoin de lire plus loin. Je ne connais pas la fraude, je vois puis j'obtiens plus d'informations. À la fin de l'année, le barreau va vous demander de signer un document qui dit que vous êtes à jour de toutes les fraudes. Comment est-ce que vous faites confiant? En étant abonné ici, il n'y a aucun coût. Vous allez avoir toutes les fraudes, nouvelles fraudes, et vous allez être capable d'être confiant de dire au barreau que oui, je suis au courant des fraudes parce que l'APRO m'a gardé au courant. On a des campagnes de sensibilité. Donc, si vous voulez, les gens disent qu'il n'y a pas d'annonce pour les avocats. On vous a créé des annonces. Il y a 21 articles comme Are you married but you don't know it? Ils sont en anglais, malheureusement. Mais, donc, ça implique la différence entre le mariage légal et common law. Les différences. À la fin de ces articles, et maintenant on fait des vidéos, à la fin de ces vidéos-là, ça dit allez voir votre avocat, pas l'APRO. Donc, c'est à vous de prendre, les mettre sur votre site web, les envoyer à vos clients. C'est de la publicité pour vous qu'on a créée pour vous. On a toutes sortes de fiches qu'on peut voir. On a une fiche pour si y a une vente par un non-résident, qu'est-ce qu'on doit se méfier. Si on va à la cour la première fois. On a préparé ça pour les jeunes avocats qui n'ont jamais été en cours pour qu'ils comprennent quand il y en est. Dire quelque chose de drôle qui est arrivé. Il y a un avocat qui m'a appelé et m'a dit écoute, Raymond, c'est une bonne chose que vous avez faite. Je donne ça à tous mes clients avant d'aller à la cour. Pourquoi? Parce qu'il a été éclairé, il a été laissé aller par un de ses clients après qu'il était en cours. Quand il a demandé au client pourquoi il avait changé d'avocat, l'avocat, le client lui a dit quand tu étais en cours, tu parlais toujours à ton ami, ton ami, ton ami. Parce qu'on dit en cours, my friend, my friend, my friend. Donc, il dit, je veux pas avoir un ami, moi, je veux avoir quelqu'un qui va être là pour moi. Donc, il a congédié son avocat parce qu'il appelait l'autre mon ami. Dans le fichier ici, ça indique que c'est la façon que les avocats adressent les autres. Donc, c'est quelque chose à voir, qu'est-ce qu'il y en est. Si vous avez un privilège de construction, est-ce que vous êtes sous la vieille loi, la nouvelle loi, une fiche? Est-ce que vous faites du droit de litige pour éviter que vous avez un rejet administratif? On a tout un système en place. Et avec ça, il y a beaucoup d'autres informations qui sont disponibles sur nos sites. Je suis ouvert à des questions, mais si vous avez des questions, merci beaucoup.